Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand décryptage de la présidentielle 2025. La Côte d'Ivoire a voté et ce scrutin majeur vient d'ouvrir une nouvelle page de la vie politique nationale. Après plusieurs semaines de campagne, 2 semaines très exactement, et une journée électorale globalement apaisée, le pays a désormais les yeux rivés sur les résultats provisoires proclamés cet après-midi même par la CEI, la Commission électorale indépendante. Et ce soir, nous reviendrons sur les chiffres, sur les tendances, les réalités du terrain et les perspectives pour l'avenir avec les représentants des candidats qui étaient en lice. Merci donc à nos invités qui ont bien voulu accepter notre invitation ce soir. Ils ont répondu présent pour ce débat d'analyse et de décryptage dans un esprit, bien entendu, de respect et de responsabilité démocratique. Nos invités sont donc Dr Christian Adjelou, qui représente ici le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, Hamza. Bonsoir, M. Traoré. Juste à côté de Dr Christian, M. Mohamed Traoré, qui représente MGC, le mouvement des générations capables. Bien entendu, M. Traoré, bienvenue sur notre plateau. MGC de Simone et Yves Gbagbo. Et puis, on a le représentant du groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP. Bonsoir, M. Djé, Amédée Djé. Et bienvenue sur notre plateau également. Et nous avons Landry Seri, le directeur national de campagne du CODE, le CODE de Jean-Louis Billon, qui est aussi sur notre plateau. Bienvenue à vous, Monsieur Seri. Bonsoir, Hamza. Et puis, vous pouvez le constater, en lieu et place du 5e représentant d'un candidat, 5e représentant donc du 5e candidat indépendant Wadon Melo, qui lui n'est pas avec nous. Nous avons un sociologue, expert en genre, qui est avec nous, Ghislain Coulibaly. Bonsoir, Ghislain Coulibaly. Bonsoir, Hamza. Bienvenue sur notre plateau et merci parce que depuis hier, depuis toute la journée d'aujourd'hui, vous êtes dans nos locaux, dans nos différents studios pour les émissions, les différents plateaux que nous organisons pour le bien du public. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Et puis, tout d'abord, rappelons le cadre officiel, le cadre officiel de ces résultats. Hier soir, le président, cet après-midi même, le président de la Commission électorale indépendante a proclamé les résultats provisoires du scrutin présidentiel 2025 dans l'attente de leur confirmation par le Conseil constitutionnel. On va retour donc sur cette déclaration qui marque la fin du processus électoral et l'ouverture d'une nouvelle étape politique pour le pays. On y va avec Michel Digré. Article 1er. Le recensement général des votes sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger donne les résultats suivants. Inscrits 8 568 456. Votants 4 292 474. Taux de participation 50,10%. Bulletin nul 105 156. Bulletin blanc 66 788. Suffrages exprimés 4 187 318. Article 2. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. Madame Yves Simone, épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42% des suffrages exprimés. Madame Lagou Adjoua Henriette, 48 261 voix, soit 1,15% des suffrages exprimés. Monsieur Billon Jean-Louis Eugène, 129 493 voix, soit 3,09% des suffrages exprimés. Monsieur Don Melo Séné Awa Jacob, 82 508 voix, soit 1,97% des suffrages exprimés. Article 3. Est déclaré provisoirement élu
au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Article 4. Tout candidat peut présenter par requête écrite adressée à la présidente du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou son dépouillement dans les 5 jours francs qui suivent la proclamation des résultats provisoires. Voilà donc le président de la CEI, Coulibaly Cuibière, Ibrahim Coulibaly Cuibière, c'était donc au micro RTI 1 de Sidonie Davila. Voilà, messieurs, merci encore une fois d'être avec nous sur ce plateau de RTI 1, grand décryptage donc de la présidentielle 2025. Monsieur Seri, nous allons y aller avec vous. Quelle lecture vous faites de cette déclaration de résultats, déclaration faite par le président de la CEI? Merci, M. Diaby. Le président de la CEI a fait la déclaration selon ce que lui impose, n'est-ce pas, la loi. Mais au-delà de la déclaration, nous remarquons tout de suite que le président Alassane Ouattara, donc candidat du RHDP, sort largement vainqueur. Nous le félicitons. Je pense que le candidat Jean-Louis Billon a été le premier à le féliciter. Nous le félicitons. Et puis, les autres candidats sont venus avec des scores différents qui peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Je pense que quand on va y arriver, on aura l'occasion de dire un peu quels sont les facteurs peut-être qui ont milité pour ou contre nous autres. Voilà. Sinon, généralement, le président de la CEI a fait ce qu'il fallait. Je pense que c'est de bonne guerre. Monsieur Traoré, et vous, qu'est-ce que vous faites comme lecture? Nous prenons acte des chiffres et félicitons le vainqueur qui sort de cette élection. Au-delà des chiffres, nous constatons, à travers nos tournées et à travers l'expression qu'on a vue ça et là, que le peuple ivoirien a soif de justice, de vérité, de dignité actuellement. Et face à cela, nous pensons que le système électoral actuel, quand on pense rapidement aux raisons des résultats que nous on obtient, on pense qu'une des raisons de ces résultats, c'est le système électoral qui a été verrouillé. On l'a dénoncé avant les élections, mais on a décidé d'être républicain et de partir aux élections. Verrouillé, qu'est-ce que vous voulez dire? Un système électoral verrouillé parce que représentants du parti au pouvoir et on va dire du gouvernement majoritaire dans toutes les CEI locales, entre autres, je ne vais pas faire les détails, mais on peut aller dans les détails si vous voulez. Mais il y a eu un système électoral verrouillé, c'est pour ça qu'on avait réclamé un dialogue politique. On ne l'a pas obtenu. Donc ça, c'est une des raisons. Une autre raison qui est très importante, c'est l'opposition divisée dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Ça a participé. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'élections qui s'est bien passées un peu partout. Nous sommes désolés de mettre les pieds dans le plat là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de violence. Puis pour nous, il n'y a pas de violence en termes de quantité. Les élections doivent se passer dans un climat apaisé. Les Ivoiriens ont eu peur. Chez moi-même, j'ai été assailli de victuailles, tout en disant à mes parents, ne le faites pas. Tout le monde avait peur à vider les supermarchés. Ça, on ne peut pas aller contre ça. Donc, il y a eu ce climat de peur qui a été mis en place par une partie de l'opposition. Nous le dénonçons. Et ça, c'est allé loin. Il y a eu même, à Nayo, dans la sous-préfecture du département d'ici, des morts pour des affrontements communautaires post-électoraux. Donc, on ne peut pas dire que ces élections-là... À quoi c'était dû, ces affrontements? Justement, c'est pour ça que je dénonce là. Je dis, une partie de l'opposition a créé un climat de paix et de violence. Tout ça a créé un enchaînement. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait aller au dialogue. Donc, nous, on veut juste dire que les élections sont passées. On prend des résultats, mais attention, nous ne sommes pas actuellement dans une élection où il y a eu la quiétude partout. Je prends pour raison. Je vais étayer mes propos. En 2010, on est à plus de 80% du taux de participation. Mais depuis 2010, on a un affaissement décroissant du taux de participation. Et c'est dû à quoi? Justement, depuis 2010, boycott d'une partie de l'opposition en 2015. 2020, vous avez vu ce qui s'est passé. Boycott encore une fois, avec CNT et tout ce qui vient avec. Et puis 2025 encore, à nouveau boycott. Donc toutes les élections qui ont été organisées par le pouvoir RHDP, ce sont les élections qui ont été organisées avec à chaque fois des climats de tension.
Donc voilà ce qu'on veut dire. En 2010, l'élection n'était pas organisée par le RHDP. Justement. C'est la CEI qui organise. C'est une excellente remarque. C'est la CEI qui organise les élections. Oui. Je ne sais pas si vous voulez dire que le RHDP... Sous le pouvoir RHDP. Voilà. D'accord. En 2010, ce n'était pas le cas. Oui. Et on n'avait même pas... 81% de taux de participation. Non, avant 2010. Avant 2010... L'élection de 2010, je ne vais pas faire un débat. On avait 81%. Voilà. Je dis, avant 2010, oui. C'était pas, le RHDP n'était pas au pouvoir, on était en 2000. J'ai pris une référence dans le temps. Mais allons-y ailleurs. Oui, allez-y, donnez-moi des chiffres. En 2000, il y avait moins de 40%. 37%. 37%. Oui. Voilà, le RHDP non plus n'était pas là, on n'avait même pas les 50. Oui. Comment Vous m'amenez en 2000, oui. Je suis en 2025. J'essaie juste de vous donner une référence temporelle. Écoutez, je ne suis pas là pour une bagarre de chiffres. Je vais juste vous expliquer, je vous donne les raisons pour lesquelles nous, on pense qu'il y a du travail à faire. Je vous dis qu'en 2010, tous les Ivoiriens sont unanimes, que tout le monde a participé aux élections. C'était une liesse populaire, c'est vrai que ça dégénérait après, mais le fait d'avoir fait de l'inclusion, ça donnait 81% de taux de participation. C'est là où je vais vous amener. 81% où le président Gbagbo a décidé que tout le monde a pris des actes forts pour que tout le monde participe aux élections, 81%. Depuis lors, nous sommes 54, 53 et 50 aujourd'hui. Et au passage, les 50, si je m'en tiens à ce qu'a dit le président de la CEI, il a parlé de 50% de taux de participation, mais il a dit qu'il allait exclure les zones où on n'a pas voté dans son calcul de taux de participation. Chez nous, pour nous, ça biaise le calcul. Si je prends la vraie population électorale, je parle sous réserve, il peut me corriger, c'est 8 727 341. Il nous annonce ici 8 560 et quelques mille. Ça veut dire qu'on a autour de 49% de taux de participation, si je m'en tiens à ces chiffres-là. Donc, je voulais juste citer ces raisons-là. Donc, j'ai dit qu'il y a l'opposition, une partie qui a appelé à des mouvements, ça n'a pas facilité les choses. Il y a le rôle du parti au pouvoir qui n'a pas voulu le dialogue politique, qui n'a pas voulu faire une nouvelle ère avant d'aller aux élections. Voilà où on en est aujourd'hui. Il y a une élection qui est profondément inégale. Là-dessus, je fais juste une petite pause pour dire, dans les médias, si un parti est riche, il peut se payer des publics reportages. On l'a vu sur les médias publics, y compris la RTI. Alors à ce moment-là, si moi j'ai plein de milliards, je me paye des publics reportages à longueur de journée, et en plus de ça, j'ai mon temps de parole pour les slogans officiels. Un parti qui n'a pas les moyens ne peut pas le faire. Qu'est-ce que vous proposez? Dans une démocratie évoluée, ce que je propose, c'est qu'il n'y ait pas le temps de parole ou bien le temps de publication de chaque parti soit décompté, qu'il soit absolument égaux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc nous dénonçons ces faits-là. Ça ne se fait pas ainsi sous d'autres cieux, même ça se fait sous d'autres cieux. Plus développés? Il y a des pays comme aux États-Unis où on peut faire n'importe quelle publication, mais il y a des pays comme la France où, y compris ici les médias publics et privés, on décompte les temps de parole, incluant les temps de publicité. Vous préférez qu'on choisisse le modèle Nous sommes pour l'équité. Donc, on peut choisir. En Côte d'Ivoire, pour l'instant, on n'est pas dans l'équité sur ce plan-là. Je ne dis pas que c'est hors la loi, je dis juste que ça ne nous arrange pas. Donc, tout ça participe. Au niveau financier, pour un dernier point, nous pensons que la CEI, dans un effort d'amélioration continue, devrait donner un per diem aux représentants de tous les partis politiques dans les bureaux de vote. Ça va faciliter les choses parce qu'on n'était pas dans les bureaux de vote. Écoutez, le MGC n'avait pas entre 600 et 700 millions à dépenser pour mettre des gens dans les bureaux de vote parce qu'aujourd'hui, la réalité de notre pays dit que les gens n'ont pas d'argent. Si vous les envoyez être dans des bureaux, et puis le RHDP ne va pas me contredire là-dessus, on les donne un per diem et nous n'avons pas ces moyens-là. Donc si on veut faciliter la démocratie, aider ces petits partis naissants à être vifs, il faut les aider aussi. Et ça va représenter quoi? 1 milliard sur le budget de la CEI, je pense que ce n'est pas grand-chose. D'accord, très bien. Monsieur Adjello, docteur Adjello Christian, représentant donc du RHDP. Alors, même question pour vous. Quelle lecture vous faites de ces résultats? La première lecture, c'est qu'il faut saluer la maturité démocratique du peuple ivoirien. Vous savez, à la veille de cette élection, on avait deux blocs. On avait le bloc des républicains et on avait le bloc des subversifs, ceux qui appelaient au renversement des institutions de la République. Au sorti de cette élection, le bloc des Républicains a pris le pas, ce qui veut dire que les Ivoiriens ont soif de démocratie, les Ivoiriens ont soif de paix. On peut noter quelques petits problèmes par endroit, mais dans l'ensemble, le vote s'est très bien déroulé. Je voudrais donc profiter de la question pour féliciter
la commission électorale indépendante, longtemps décriée, qui vient encore de démontrer à la face du monde qu'elle n'est pas inféodée. Elle a fait son travail. Aujourd'hui, tous les représentants sur ce plateau reconnaissent que la commission électorale indépendante a fait son travail. Et elle avait 5 jours pour proclamer les résultats provisoires. Elle proclame les résultats provisoires déjà en 2 jours. C'est vraiment quelque chose à saluer. Ensuite, nous voulons dire que ces résultats, pour nous, traduisent l'adhésion des populations ivoiriennes aux 15 années de gestion du RHDP, mais aussi marquent une adhésion au programme présenté aux Ivoiriens pour les 5 prochaines années. Le RHDP mesure donc la lourde responsabilité que le peuple ivoirien vient encore de lui confier, et le RHDP se donnera les moyens de répondre à cet appel du peuple ivoirien. Permettez-moi de répondre à quelques préoccupations soulevées par mon voisin qui a parlé de système électoral verrouillé. Vous savez, on ne crée pas un parti politique pour le plaisir. La loi est claire. Lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir d'État. C'est ce qui fait la différence entre un parti politique et les organisations de la société civile. Donc, lorsqu'on crée un parti politique, on se donne les moyens qu'il faut pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et qui dit conquérir le pouvoir nécessite la mobilisation de ressources. Je prends un exemple. En 2010, le candidat Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir. Il était dans l'opposition. Mais il s'est donné les moyens de mobiliser les ressources pour mener une belle campagne qui a donné le résultat que nous connaissons. Ensuite, je voudrais aussi dire que je voudrais profiter pour saluer les partis qui sont allés à l'élection. On a vu un peu ces différents candidats-là saluer la victoire du RHDP. Je pense que c'est quelque chose de républicain, c'est un acte républicain qu'il faudrait saluer et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je voudrais aussi noter que le vote en Côte d'Ivoire n'est pas obligatoire. La loi ivoirienne n'oblige pas l'Ivoirien au vote. Peut-être que dans d'autres pays, oui, ça se fait. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Donc, l'Ivoirien est libre d'aller voter. Et on a le suffrage universel direct. Ça veut dire que s'il y a 100 personnes qui sont inscrites sur la liste et que 10 vont voter et que 6 ont voté pour moi, naturellement, je suis élu. Et puisque mon élection se fait sur la base du droit, j'ai la légalité avec moi, justement. Donc, il faut qu'on prenne conscience aussi de ces réalités-là, pour ne pas qu'on dise des choses sur des plateaux que le peuple ne comprendrait pas. Je veux aussi dire qu'il y a une jurisprudence. Mon voisin d'à côté a soulevé le fait de l'annulation de certains votes dans des régions où il y aurait quelques problèmes. Oui, il y a une jurisprudence en la matière. Et le président de la commission électorale a dit, oui, si naturellement il y a quelques problèmes dans certaines zones, le vote n'est pas comptabilisé sur le résultat final. Donc cela n'influence pas le résultat global. Donc je pense que ça aussi, il faut que ce soit clair dessus. D'accord. Et puis, voilà. Merci, docteur. Merci. Docteur Adjelo Christian. Monsieur Ahmed Edje, je me tourne vers vous, représentant donc du GPP. Alors, quelle lecture vous faites? Merci, Hamza. Madame Lagou l'a dit cet après-midi, à l'annonce des résultats, que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Pour toute personne qui aime la Côte d'Ivoire, qui gagne, nous ne pouvons être que heureux. Madame Lagou a porté la candidature de notre groupement. Nous avons demandé au peuple de Côte d'Ivoire de nous accorder leur suffrage. Une partie a jugé utile de nous l'accorder et d'autres se sont dit « ce n'est pas le moment ». Nous l'acceptons, nous respectons leur choix, leur décision. Nous n'avons pas à rougir. Aujourd'hui, après ces annonces, nous sommes sereinement à la RTI
pour décrypter. Ailleurs, nous serions peut-être en train de courir. Ça, il faut le saluer. Il faut remercier les Ivoiriens. Nous avons fait un pas. C'est l'occasion, à la suite de Mme Lagou, de féliciter tous les candidats qui ont participé à cette élection. Nous nous sommes rencontrés sur le terrain, c'était amical, c'était fraternel, c'était convivial. Il n'y a pas eu de problème entre les concurrents. Un a gagné, notamment le président de la République. Nous n'avons qu'à le féliciter. La CEI a fait un travail bien ou pas. Il faut un Ivoirien pour faire ce travail. Ils l'ont fait, nous sommes à un résultat. C'est le résultat qui importe, et le bon résultat. Les élections, on va pour demander quelque chose. Soit on l'obtient, soit on ne l'obtient pas. Mais on prend du recul et puis on s'arme bien pour reprendre, pour recommencer. Donc, personne n'a perdu. Nous avons gagné en maturité et nous sommes à l'école de la chose. Nous y arriverons. C'est cela. Et le regard du sociologue à présent, M. Coulibaly est avec nous. Ghislain Coulibaly. Alors, pour ma part, je voudrais dire que la démocratie est un processus. Donc, la Côte d'Ivoire est en apprentissage. Et je voudrais saluer la maturité politique, démocratique et surtout civique du peuple ivoirien. Je voudrais également saluer la CEI qui a travaillé avec célérité afin que nous puissions avoir les résultats provisoires à bonne date et surtout dans les délais. Ceci dit, pour pouvoir décrypter les tendances qui nous ont été données ce soir par le président de la CEI Cuibière, il faut questionner le contexte dans lequel nous avons pu obtenir ces résultats. Contexte politique s'entend. Il faut noter que le contexte politique était tendu. Il était tendu et certains indicateurs vont vous permettre d'apprécier ce que je dis. Vous savez, quand le processus a démarré, il y a eu beaucoup de critiques sur la transparence du processus électoral. Il faut le reconnaître. La deuxième chose que nous avons notée, c'est qu'il y a eu, pour ce scrutin présidentiel, l'absence de certains candidats, notamment au niveau du PPACI, le candidat Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo. Je veux parler du président du PDCI, Tidiane Thiam. Donc, ce sont des candidats qui étaient absents de ce scrutin. Et vous comprendrez pourquoi je donne ce marqueur-là. Troisième élément, ces critiques sur le processus électoral ont débouché sur des fronts. Il y a eu le front commun avec des appels à bloquer tout. Il y a eu le mouvement « Trop, c'est trop ». C'était un appel à la subversion, un appel à la sédition, un appel à l'insurrection, un appel à l'absentéisme. Et je voudrais noter également que le taux de participation qui nous a été donné, c'est un taux de participation qui nous permet de dire que comme il n'y a pas eu de RLE, donc de révision de la liste électorale, il y a potentiellement certains candidats qui n'ont pas pu être inscrits. Il n'y a pas eu de RLE? En 2025. En 2025, je précise. Il n'y a pas eu de RLE, donc ça suppose qu'il y a certains candidats potentiels qui peut-être n'ont pas pu être inscrits sur la liste électorale. Alors, pourquoi je fais ce développement? Je fais ce développement pour dire que le taux de participation est un indicateur de légitimité. Ça, c'est un. Est-ce qu'il est suffisant, 50%? Pour moi, il est modéré, mais si on avait 70 à 80, on aurait encore apprécié le taux de participation. Et donc, quand vous regardez le taux de participation, pour nous, par rapport au contexte que je viens de décrire, où on nous a vendu l'apocalypse, où c'était des discours de haine, avoir justement un taux de participation de 50%, qu'est-ce qu'il symbolise sociologiquement? Un, c'est la baisse de la mobilisation, premièrement. Baisse de la mobilisation par rapport aux élections de 2020.
vous vous souviendrez qu'on était autour de 53,9%. Oui. Donc 50,10% par rapport à 53%, si on veut être objectif, il y a un léger recul. Donc je ne fais que noter ce léger recul qui me permet de questionner finalement l'engagement des citoyens. Parce que ça peut traduire un scepticisme vis-à-vis du processus électoral, un désengagement des citoyens vis-à-vis du processus électoral. Ou alors le suivi d'un certain mot d'ordre. Ou alors le suivi d'un certain mot d'ordre en termes d'hypothèse. Donc ça, c'est vraiment une autre lecture. Vous avez également les disparités régionales et temporelles que nous avons observées. Vous constaterez que quand on regarde les résultats de la CEI, on a des pics de taux de participation à certains endroits, notamment au nord, et on a des chutes de taux de participation dans certaines localités. Mieux, sous le prisme temporel, les matins, on a noté des scores plus ou moins faibles. Mais dans l'après-midi, on avait un score élevé en termes de mobilisation. Donc je parlais de mobilisation forte. Mais cela peut nous permettre de questionner aussi les contraintes d'ordre logistique, les problèmes de communication et même le désintérêt qu'on peut observer. Donc pour nous, ce taux d'intérêt, il est modéré. Il peut agir sur la légitimité du candidat élu. Parce que celui-ci peut être confronté à des questions de cohésion sociale, à des questions de gouvernance. Donc pour nous, la leçon que je tire, c'est que le peuple ivoirien, chaque fois qu'on est à l'orée de joute électorale, il y a toujours de l'effervescence. Et cette effervescence-là fait qu'on a un environnement pollué de désinformation, pollué de rumeurs, pollué par les discours haineux. Et finalement, on a un électeur qui n'est plus lucide, il n'est plus éclairé. Et au lieu d'aller vers le choc des idées, vers des propositions politiques, il va aller faire un choix par rapport aux appareils politiques, un choix par rapport à la variable ethnique. Et donc, pour moi, c'est un processus démocratique qui est peut-être lent, mais il faut saluer tout de même la maturité politique, démocratique et civique des citoyens. Alors, à présent, quelle attitude doivent adopter les partis politiques ou les groupements ou les candidats indépendants? Quelle attitude ils doivent adopter après cette proclamation provisoire? Oui. Les partis politiques, qu'est-ce que vous allez adopter comme attitude? Allons-y, monsieur le directeur national de campagne. L'attitude à adopter, c'est une attitude républicaine. D'abord, nous reconnaissons depuis hier la victoire du candidat du RHDP. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons tout simplement suivre l'évolution de la situation. Et nous allons surtout appeler, n'est-ce pas, le président de la République, celui qui a gagné, à faire attention. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le dit, nous sommes allés dans un environnement un peu difficile. Il y a des tensions. On parle de Nayo. Je veux m'incliner, n'est-ce pas, en mémoire de ceux qui sont décédés à Nayo. Nayo, c'est chez moi. C'est chez moi. Je suis de Saïwa, c'est chez moi. Je veux m'incliner donc avant toute chose en mémoire de ces personnes qui sont décédées. On parle de Nayo. Mais avant ça, on a parlé d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Moi, je me souviens, on était en campagne à Daloa. On ne pouvait pas sortir de Daloa. On devait aller à Boaké parce qu'on nous disait que Yamoussoukro est bloqué. Bon, Dieu merci, les forces de l'ordre ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, l'environnement reste encore crispé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous disons que l'opposition a voté contre l'opposition, pour nous. L'opposition, a voté contre l'opposition. C'est ce qui peut expliquer certaines chutes chez certains candidats. Parce que le candidat Bion a toujours appelé au vote massif. Nous sommes à 51%. Imaginez-vous un seul instant. 50%. À 50%, pardon, 50,10%. Imaginez-vous qu'on soit, par exemple, à 80%. Mais ça allait changer la donne. Ça allait changer la donne. Donc aujourd'hui, le seul problème, je vais le dire, c'est vraiment la peur qui animait les Ivoiriens le jour de vote.
comme le sociologue vient de le dire, les matins, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'enthousiasme. Mais vers l'après-midi, les gens commencent à venir. Ça peut s'expliquer par le fait que les gens sont méfiants. Ils attendent de voir ce que la journée va donner. Donc tout ça pour dire que nous sommes dans un environnement encore délétère. Nous invitons donc celui qui vient de gagner, que nous avons félicité, à faire de la réconciliation, de la cohésion, vraiment son cheval de bataille. Et nous allons l'y accompagner en tant que code. En tant que code. Alors, Traoré, en 30 secondes. Hein, en 30 secondes, rapidement. Attendez, on doit s'attendre à des contestations venant de vous? Venant de nous, s'il y a des choses qui sont criades, mais somme toute, on a déjà reconnu, on a pris acte. Donc nous, on passe à autre chose. S'il y a des petits détails à corriger, on les fera, mais ce sera marginal. Par contre, ce que j'aimerais dire, nous, on constate qu'il y a des gens qui ont bu de l'eau, mais c'est notre ventre qui a ballonné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une partie de l'opposition a fait du grabuge, nous avons pris les conséquences. Mais au nom de la démocratie... Vous rejoignez donc, M. Oui, au nom de la démocratie, nous acceptons ça. Cependant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous, on est un parti de mouvement. On ne s'arrête pas là, on est en mouvement générationnel. Dès aujourd'hui, nous insistons sur ce dont on a parlé avant les élections, les conséquences qu'on avait annoncées qui sont arrivées, on en reparle encore. Nous invitons le pouvoir RHDP à reporter les élections législatives. Prendre le temps d'installer un dialogue national ou politique. Mais pourquoi vous vous adressez au RHDP? N'est-ce pas la CEI qui... Non, là je parle maintenant du vainqueur. On lui demande, ce n'est pas la CEI qui met en place un dialogue politique, somme toute. Non, vous parlez d'organisation des élections législatives. Oui, donc oui, mais il peut avoir... Et du ressort. Ils peuvent aider. Ce qu'on demande, tout simplement, nous là, on n'est pas dans la technicalité, on est dans la réalité du terrain. Aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, on veut négliger ce qui s'est passé, nous on dit attention. On sera des élections législatives. Nous, on fera partie des élections législatives. Qu'elles soient organisées dans ces conditions-là ou dans d'autres, on le fera. Mais vous souhaitez qu'elles soient Mais nous disons, remises à plus tard. reportez les élections législatives, prenez le temps de faire ce dialogue politique dont nous vous parlions et qui n'a pas eu lieu et qui a donné les conséquences qu'il y en a là. On ne veut pas avoir ces conséquences à nouveau. D'accord. Prenez le temps de le faire, faites une RLE, parce qu'on a encore le temps d'ici la fin de l'année de faire la RLE, et se donner janvier, février. On a un juriste ici, je ne sais pas quel serait le temps limite. Allons à la limite de ce temps-là. C'est pour ça que nous, on s'était engagés en disant, il y a des choses à corriger, elles n'ont pas été corrigées. Corrigez-les pour qu'on ait la quiétude dans ce pays. Merci, M. Traoré. M. Djé, allez-y. Merci, M. Hamza. Nous, il ne faut pas regarder dans l'œil des autres. Nous sommes un parti centriste. Les Ivoiriens ont été habitués à la gauche et à la droite avec tout ce que nous connaissons. C'est nouveau, le centrisme. C'est la troisième voie. Maintenant que nous avons cette situation, nous allons nous mettre au travail pour faire en sorte que l'Ivoirien s'imprègne de la chose du centrisme. C'est de ça qu'il est question. Nous avons un parti au pouvoir. Nous avons nos canaux pour parler à ceux qui sont au pouvoir. Je ne viendrai pas faire des injonctions au pouvoir sur ce plateau. Nous avons des choses à dire, mais nous avons des canaux sur les centristes. Donc nous nous mettons au travail, nous allons nous poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et il faut aller sur le terrain. Il faut gagner du terrain pour 5 ans. D'accord. Avant que je donne la parole au sociologue pour boucler sur ce sujet, en 30 secondes, vous avez gagné. Alors dites-nous l'attitude à adopter face à tous les autres candidats. Oui, nous pensons au peuple de Côte d'Ivoire parce que le peuple s'est exprimé. Le peuple a adhéré à un projet de société. Donc, nous allons travailler pour que ce peuple-là ait satisfaction sur les 5 prochaines années. Mais je voudrais noter un certain nombre de choses. Quand je prends le taux de participation, depuis 2010 jusqu'à 2025, quand on fait une moyenne, on tourne pratiquement autour de 50-51%. Oui. Quand on prend 2010, on était à 69%. 2010, taux de participation. Non, 1990. Taux de participation, 1990. 69%, 95, 52%,
2000, 37%. Pourtant, le président qui était là a gouverné. Et en 2010, il y a eu un pic. Il y a eu un pic, mais après, on est descendu autour de 52, 53 et aujourd'hui 50. Donc, la question de M. Traoré, c'est pourquoi on a atteint 81 et après on redescend. La seule élection inclusive. Non, mais c'était un contexte particulier. On sortait de crise. Les institutions étaient en crise. Voilà, là, c'est un contexte particulier qu'il faut pouvoir contextualiser. Je voudrais aussi dire que pour que la démocratie s'exprime, il faut que chaque parti joue son rôle. Ce n'est pas seulement le parti au pouvoir. Il faut que l'opposition aussi soit responsable. Il faut que l'opposition s'inscrive... Être responsable, c'est quoi pour vous? Oui, mais c'est s'inscrire dans la République. C'est s'inscrire dans la République. C'est travailler conformément à la loi, aux lois en vigueur. C'est respecter les lois de la République. Lorsqu'on appelle à la sédition, au renversement des institutions, on n'est plus dans la République. Je voudrais aussi parler de la légitimité dont a parlé le sociologue. La légitimité. La légitimité, c'est quoi? S'il y a 10 personnes, parce que la légitimité, c'est l'onction populaire. C'est être oint par l'onction populaire. Mais dans le cas d'une élection, l'onction populaire, ce n'est pas tout le peuple, ce n'est pas les 31 millions. Dans le cas d'une élection, l'onction populaire, ce sont les votants, c'est ceux qui sont inscrits sur la liste. C'est à partir de là qu'on tire la légitimité. Quand on regarde, ici nous sommes à 50%. Donc nous sommes dans le cas de la légitimité, la limite. Donc on ne peut pas dire que cette élection souffre d'un déficit de légitimité. Ça, je m'inscris en faux. Je voudrais aussi parler du cas de Nayo. Il faut qu'on soit... D'abord, je voudrais avoir une pensée pieuse au nom du RHGP pour les victimes. Mais il ne faudrait pas faire de la récupération politique. Jusqu'à présent, personne ne sait ce qui s'est passé à Nayo. Il faut attendre les enquêtes pour qu'on puisse se prononcer. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. On termine avec vous en 30 secondes. Assez rapidement. Alors, moi, je voudrais dire à Dr Adjelou qu'on ne peut pas se satisfaire d'un taux de participation modéré, quoi qu'il soit constant dans le temps. Nous, on aspire, je veux dire, à un taux de participation élevé. Et cela dénote, j'insiste, de la légitimité. Quand on a un taux de participation moyen, je n'ai jamais dit que ça pose le problème de la légitimité. Je dis ça peut affaiblir, ça peut impacter la légitimité de celui qui est élu. Je parle bien d'affaiblissement de la force démocratique du scrutin. Est-ce que, M. Coulibaly, que ce taux de participation modéré, est-ce qu'au final, ce n'est pas en train de devenir une norme mondiale? Alors, parce qu'autour de nous, il y en a en Irlande dernièrement, il y a eu 40% qui sont sortis. Autour de nous, que le pays soit développé ou pas, on assiste en général aujourd'hui à ce type de taux. Est-ce que ça devient une norme? Alors, moi je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des logiques de comparaison parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes critères d'appréciation ou les mêmes réalités socio-culturelles d'appréciation. C'est cela. Aujourd'hui, sous l'angle sociologique, on sort d'une élection avec des divisions notoires. Les Ivoiriens sont méfiants. Il y a une crise de confiance. Et quand vous... Il faut faire quoi en réglant le problème? Il faut faire quoi, monsieur le sociologue, pour régler tout ça? Mais pour nous, il faut investir dans l'éducation démocratique et civique. Parce qu'il y a eu des actes d'incivisme, il y a eu des actes de violence. Et pour moi, ça dénote de ce qu'on n'a pas vidé un contentieux. Vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Ce qui se passe, c'est qu'on est rentré dans un cercle vicieux de conflictualité. Et la Côte d'Ivoire a connu plusieurs ruptures de liens sociaux, avec pour pic ou pour épilogue la rébellion. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que lorsqu'on se retrouve avec des taux de participation moyens, ça veut dire qu'il y a une partie des Ivoiriens, par hypothèse 1, qui ne votent plus. Qui ne se reconnaissent plus. Il y a certains qui ne se reconnaissent plus, même en nos institutions. Et donc, on a une crise de confiance. Et dans un pays, lorsqu'il y a une crise de confiance, surtout au niveau de la gouvernance de nos institutions, cela peut impacter
les questions de cohésion, les questions de gouvernance, parce que celui qui est élu, il ne gouverne pas des animaux, il va gouverner des hommes. Et pour vous, c'est quelque chose à régler Il faut régler ça au plus vite. Donc celui qui est élu, il doit travailler à créer un environnement favorable pour que les Ivoiriens ne soient plus côte à côte, mais qu'ils soient ensemble. Voilà ce que je voulais dire. À l'annonce de la victoire, donc à l'annonce des résultats, la nouvelle a provoqué des réactions contrastées. Vous avez pu le voir, des réactions contrastées dans les différents quartiers généraux. Focus donc ce soir sur celui du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, où les militants et sympathisants ont accueilli avec enthousiasme la victoire de leur candidat. Reportage signé Siaka Kone. Le recensement général des votes. La commission électorale indépendante vient à peine de proclamer les résultats provisoires de la présidentielle et déjà au QG du RHDP, la foule est en liesse. Des cris de victoire, des chants à la gloire de leurs champions et des pas de danse improvisés, le siège du parti au pouvoir s'est transformé en véritable place de fête dès l'annonce provisoire de la victoire de leur candidat Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous venons d'assister à la victoire écrasante de notre candidat, du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors il faut dire que c'est un nouveau départ et il nous a promis une Côte d'Ivoire grand, une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire prospère. Alors tous derrière le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui je suis là pour exprimer ma joie parce que nous sommes tous contents, nous sommes fiers de nous. Il faut savoir que je faisais partie de la coordination Ado Boy, Ado Girl. Je n'oublierai jamais parce que c'est un moment historique. Lundi 27 est un moment mémorable. Je suis tellement content d'avoir participé à cette victoire. Cette joie, les responsables du parti l'attribuent à une campagne de proximité réussie, une forte mobilisation dans les fiefs du RHDP et un message axé sur la stabilité et le développement. Ben, écoutez, c'est un sentiment de joie et de satisfaction pour dire merci à tous les militants du RHDP, du nord au sud, en passant par l'ouest, par le centre et surtout de la diaspora, parce que c'était une élection de reconnaissance et de remerciement. Et je voudrais indiquer que nous voulons d'abord rappeler les promesses du président Alassane Ouattara, celle d'organiser une élection démocratique pour la Côte d'Ivoire. Cela a été fait et surtout la mobilisation des Ivoiriens qui ont fait le choix de la paix, le choix du développement et le choix, n'est-ce pas, de l'avenir pour construire une très grande nation. Pour rappeler que c'est nous qui l'avons demandé d'être candidat. On l'a supplié dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et même à l'étranger. Et il a accepté. C'était notre mandat, c'était notre candidature, c'était notre élection. Et les ministres ont mis, ils n'ont pas écouté les provocations. Ils n'ont pas écouté les injures des uns et des autres. Ils se sont concentrés sur le bilan du président, sur ce qu'il a fait depuis ces années pour la Côte d'Ivoire. Et il vient d'être élu. Nous sommes heureux et nous continuons le travail. Nous sortons très satisfaits. C'est le résultat d'un travail acharné que nous avons commencé juste après la proclamation des résultats présidentiels de 2020. Il faut dire que le RHDP était à la tâche. Le RHDP a battu un travail sur le terrain. Nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire. Le dynamisme de notre parti l'a démontré et nous ne sommes pas surpris de ces résultats. Nous allons continuer déjà sur le terrain. Nous attendons avec confiance les résultats définitifs qui vont se proclamer très bientôt. Le QG du RHDP reste en effervescence ce soir. La fête ne fait que commencer, même si les responsables appellent déjà à l'unité, à la paix et au respect du jeu démocratique. Une victoire célébrée, mais aussi un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, grande nation. Monsieur Traoré, oui. Du MGC, 89,77%. C'est une large victoire quand même. Comment vous réagissez à cette victoire-là? Cette victoire vient avec des responsabilités. Quand on vous donne un satisfecit pareil, ça vient avec des responsabilités. Donc pour nous, nous considérons que aujourd'hui, le RHDP a la lourde responsabilité de faire nation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas une nation en Côte d'Ivoire. Nous sommes un peuple, mais nous ne faisons pas un. Donc ça, c'est les premières responsabilités. Sur plusieurs plateaux, j'ai eu à interpeller des représentants du RHDP. À chaque fois, ils ne prennent pas, ils n'apprécient pas la vraie réalité en considérant que les Ivoiriens ne font pas encore nation. Ils considèrent que tout va bien, il n'y a pas de problème dans le pays, on a juste besoin de développement. Ils ont la responsabilité de faire nation.
D'accord. Non, je n'ai pas fini, excusez-moi rapidement. La deuxième responsabilité qu'ils ont, et là-dessus, le MGC sera très vigilant. Nous serons une opposition très constructive, mais très critique s'ils ne respectent pas les engagements. On les a tous notés, nous avons les projets de société. Ils ont intérêt à respecter les projets de société parce qu'il ne faut pas jouer avec les Ivoiriens. Mais rapidement, je vais être très rapide. Tout à l'heure, le représentant du RHDP a parlé de moyennes pour justifier les taux de participation. Moi, je suis statisticien, on ne peut pas me dire des choses comme ça. Si vous voulez apprécier une réalité et que vous fiez à la moyenne, c'est un fumage-là qu'on a régulièrement ici en Côte d'Ivoire. Quand on parle, par exemple, du taux de chômage, des choses comme ça, ne prenez pas la moyenne. Parce que la moyenne, vous voyez, 80%, 69% et puis plein de 50%, on nous fait une moyenne, on dit ça fait à peu près 50 et quelques %. Non. Prenez au moins la médiane. C'est-à-dire qu'on prend un chiffre qu'on considère étant bon, 60% de taux de participation est considéré généralement comme un taux acceptable, on définit ça en ivoirien, et vous regardez combien il y en a au-dessus des chiffres et combien il y en a en dessous. Si vous regardez ça, il n'y a que 2 chiffres au-dessus des 60%. Et ces 2 chiffres-là, ce sont les 2 élections inclusives qu'on a eues ici en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on choisit 60% et pas 70%? Oh, ça pourrait être 70%. Je donne un exemple. Okay. J'ai dit un des moyens de vérifier ça, c'est de prendre la médiane. Mais pas de moyenne, c'est trop bizarre. Alors, docteur Adjello, dites-nous, quelle sera la priorité du RHDP après ce succès? D'accord. Moi, je voudrais déjà dire que sur ce plateau, on ne peut pas nous enfumer. On ne peut pas nous enfumer parce que nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas 89% si les Ivoiriens n'adhèrent pas à votre projet. En Côte d'Ivoire, il y a 31 millions d'habitants. Donc, s'il y a 100 000 qui n'adhèrent pas à notre projet, ça ne veut pas dire que... Le dernier recensement nous donnait presque 30 millions, 29 oui, 30 millions. 30 millions, mais on a fait le recensement en quelle année? D'accord. Okay. Voilà, donc aujourd'hui, 2025, voilà. Donc, on ne peut pas nous enfumer. Maintenant, nos priorités, je pense que le président a fixé le cap à travers 6 piliers. Défense, sécurité, économie, agriculture, infrastructure, etc., etc. Mais le premier élément, il a parlé de la paix, de la stabilité, de la sécurité. Nous savons que nous avons des pays à nos frontières qui sont en difficulté. On a la menace djihadiste. Il faut pouvoir contenir toute cette menace-là pour que nous puissions continuer à construire un îlot de paix et de stabilité. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir le développement. Le deuxième élément, le président a dit que sa candidature était portée par la jeunesse et les femmes. Donc, c'est renforcer les politiques vis-à-vis de la jeunesse. Le programme social du gouvernement va se poursuivre. Mais mieux également, l'appui aux femmes va se poursuivre également et sera renforcé. On a également un autre point qui est une autre priorité, c'est les questions économiques. Nous savons que nous sommes dans un contexte international qui est assez mouvant, avec la crise en Ukraine, la crise au Moyen-Orient et tout ça. Donc le contexte économique est très mouvant et il faut pour cela avoir un homme de vision qui maîtrise ces questions-là, pour que la question économique soit mieux gérée. Mais je voudrais, Hamza, vous allez m'excuser. Oui, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre d'éléments. Je m'inscris encore en faux sur les arguments développés par notre sociologue. Monsieur Koulibaly, Ghislain Koulibaly. Oui, monsieur Ghislain Koulibaly, sur ce plateau, relativement au taux de participation, etc., etc. Je m'inscris carrément en faux. On pourra se donner rendez-vous sur un plateau et puis faire ce débat-là sur la question de la légitimité. Et puis la cohésion. Mais en Côte d'Ivoire ici, qui a mené une politique de cohésion pour renforcer le vivre ensemble? C'est le président Alassane Ouattara. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je n'ai pas envie de dire des choses sur ce plateau, mais nous voyons un peu les politiques de cohésion qui... Éclairez-nous. Oui. Éclairez-nous. En 2010, lorsque le président arrive, il met en place la commission dialogue, vérité et réconciliation, qui fait un excellent travail. Après, on met en place la CONARIV. Après, on met en place le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, qui a mené une véritable politique pour pouvoir renforcer les liens entre les Ivoiriens, mais mieux accompagner les Ivoiriens, les activités génératrices de revenus dans les régions reculées. Le candidat, le représentant de Jean-Louis Bion qui est sur ce plateau, il en sait quelque chose, mais mieux. C'est sous le président qu'on a un ministère de la réconciliation et de la cohésion nationale.
Et ce ministère fait un excellent travail. Il y a eu, dans le cas de cette élection... Cohésion nationale, solidarité, lutte contre la pauvreté. On a eu, dans le cas de cette élection, 6500 bénévoles, des jeunes, qui ont été formés par le ministère, en lien avec le ministère de la Jeunesse. Merci. Pour accompagner le processus électoral sur l'ensemble du territoire. Monsieur Adjello, merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Amédée Djei de GPP, est-ce qu'on doit craindre une certaine démobilisation de l'opposition, justement, après ce résultat? Monsieur Hamza, pour être démobilisé, il faut d'abord qu'on soit mobilisé. Je ne pense pas que l'opposition était mobilisée. Nous sommes une jeune formation politique. Si nous comptions sur nos militants, nous ne serons jamais venus être candidats. Nous comptions sur toute la population ivoirienne. Et si l'opposition elle-même, parce qu'il ne faut pas vouloir une chose et son contraire, si l'opposition elle-même a peur de la population, comment on peut avoir un taux de participation? Ça, en parenthèse. Alors, l'opposition mobilisée, c'est difficile. Nous sommes centristes. Il y a des façons de faire des autres partis qui ne nous intéressent pas. Que vous n'épousez pas. Qu'on n'épouse pas. Donc, on ne peut pas être, dans ces conditions-là, mobilisé. Si on pouvait s'asseoir entre opposants et dire, voilà ce que nous pouvons faire pour ne pas détruire, on se met ensemble et on le fait. Et vous pensez que ça, ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Ah ouais. Pour ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Monsieur Seri, Landry Seri, directeur national de campagne du candidat Jean-Louis Billon. Selon vous, comment préserver le climat de cohésion dans les jours à venir? Merci, M. Diaby. D'abord, il faut savoir que la chose essentielle qu'a réussi le président Félix Houphouët-Boigny, c'est de créer une nation. Ça, on ne peut pas dénier ça à feu le président Félix Houphouët-Boigny. Il a réussi à créer une nation. Moi, je vous donne une anecdote. Quand nous, on était encore enfants, on vivait avec des gens sans savoir que c'était des étrangers. Il y a un monsieur qui est encore vivant, qui est de chez moi. On ne savait pas que ce monsieur était burkinabé. Et jusqu'à aujourd'hui, au décès de mon père, quand moi je vais chez moi, c'est ce monsieur qui m'accueille. Et quand il fait un enfant, il va donner le nom de l'un des enfants de nos parents. Est-ce que ce qui existait, ce que vous décrivez là, est-ce que ça existait par le passé? Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus? Justement, le président Félix Houphouët-Boigny a réussi à créer la nation. Mais en réalité, la nation ivoirienne existe. Elle existe toujours. Regardez comme ça à la CAN. Lorsque la Côte d'Ivoire gagne la CAN, mais tu vois que tous les Ivoiriens se retrouvent. Mais comment se fait-il que ces mêmes Ivoiriens, lorsqu'il s'agit des échéances politiques, se divisent? Ça veut dire que, tout simplement, le problème est relatif à la manipulation politique. Les Ivoiriens sont victimes de la manipulation politique. Sinon, la nation, elle existe. D'accord. Le président Alassane Ouattara, lorsqu'il vient au pouvoir, comme l'a dit le représentant du RHDP, il crée tous les instruments pour quand même que la cohésion soit. Il a cité beaucoup d'instruments, justement. Mais au-delà de tout ça, il faut que les efforts soient approfondis. Nous sortons d'une élection et on sent encore les germes de la crise. La crise est encore là. On n'est pas en crise, le pays n'est pas en crise. Mais on sent que pendant ces élections, il s'est passé des choses qui ont quand même meurtri certains Ivoiriens. On a tous assisté à ces tensions-là. On a tous assisté à ces tensions. Et à gauche. D'accord. Ce qu'il faut faire, oui, allez-y. Si vous permettez, ce qu'il faut faire, c'est de renforcer la confiance entre les Ivoiriens. C'est de renforcer la confiance. C'est
que celui qui a gagné aujourd'hui le président de la République... Et la formule, c'est quoi? Comment renforcer? Mais la formule, c'est d'appeler tout le monde. C'est d'appeler tout le monde. C'est de ne pas rompre le dialogue. Le dialogue politique que les opposants demandaient avant les élections, après les élections, on peut le reconduire. D'accord. On peut toujours le faire. Monsieur Seri, directeur national de campagne du CODE, candidat donc Jean-Louis Billon. Nous avons vu comment les partisans, sympathisants du RHDP étaient heureux tout à l'heure au siège du RHDP. Si la régie est avec moi, ma réalisatrice Awa Savadogo, je propose qu'on suive un peu l'intervention, la déclaration de tous les autres candidats, toutes les autres déclarations après cette élection, à commencer par le MGC, s'il vous plaît, le Mouvement des Générations Capables. On y va. Les résultats provisoires proclamés ce jour par la Commission électorale indépendante ne me placent pas en tête de cette élection présidentielle. Je prends acte de ces résultats, tout en gardant au plus profond de moi la conviction que le combat que nous avons mené ensemble n'a pas été vain. Je tiens à remercier le gouvernement qui a mis à ma disposition des forces de sécurité pour assurer efficacement ma protection durant la campagne présidentielle. Au-delà des chiffres et des annonces officielles, cette campagne a révélé quelque chose de bien plus profond. La soif de justice, de vérité et de dignité qui habite notre peuple. Je tiens à adresser un immense merci à tous ceux qui ont cru en nous. Mes chers compatriotes, je garde une foi intacte dans le destin de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je tends la main à tous, aux vainqueurs du jour, aux partis politiques, à la société civile, aux jeunes et aux femmes, aux chefs traditionnels et aux religieux. Unissons nos intelligences et nos cœurs pour rebâtir notre pays sur des bases morales, souveraines et dans la solidarité. Je l'ai déjà dit et je le répète. Ma vie entière est un engagement pour la liberté, pour la dignité et pour la souveraineté de notre peuple. Je continuerai à me battre avec la même détermination pour l'idéal de société que je porte. Une Côte d'Ivoire réconciliée, totalement transformée, souveraine et fière de son identité africaine. Le chantier continue. Et tant qu'il y aura dans ce pays des hommes et des femmes debout, rien ne sera perdu. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée ce lundi par la Commission électorale indépendante classent Henriette Lagou 5e avec 1,15% des suffrages. Entourée de son équipe de campagne à son QG, la candidate du GPP prend acte de ce résultat malheureux et félicite le président Alassane Ouattara, vainqueur de ce scrutin du 25 octobre 2025. Les résultats provisoires annoncés par la CEI placent le président sortant, M. Alassane Ouattara, en tête. En républicaine et démocrate convaincue, respectueuse des institutions de la République et de la volonté du peuple souverain. Je lui adresse dès à présent mes sincères félicitations pour la confiance que le peuple ivoirien lui renouvelle. Aujourd'hui, les unes ont parlé. Et le plus grand vainqueur, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'appelle chacun et chacune d'entre nous à désarmer les cœurs, à dépasser les rancunes et à tourner ensemble une nouvelle page. Par ailleurs, Henriette Lagou salue la maturité dont a fait preuve le peuple de Côte d'Ivoire tout au long de ce processus électoral. Je voudrais, avant tout, saluer la maturité démocratique
dont vous avez fait preuve et votre détermination à vous prononcer dans le calme, la dignité et sur le choix de vos dirigeants. Comme je l'avais souhaité, dès l'ouverture de ma campagne, vous avez su, dans votre grande majorité, rester sourds aux sirènes de la division et de la confrontation. Cependant, je ne saurais passer sous silence quelques incidents malheureux survenus ici et là. Ces derniers mots vont à l'endroit de ses soutiens ainsi qu'aux électeurs qui ont cru en sa vision. Loin d'être abattue, Henriette Lagou se dit enrichie par cette deuxième candidature à la magistrature suprême. Une somme d'expérience à capitaliser pour les combats futurs et pourquoi pas source d'inspiration pour les autres femmes engagées en politique en Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir Kolo Koulibaly. Dans un esprit de démocratie et de fair play, le candidat du Code, Jean-Louis Billon, vient à l'instant de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle. Au cours d'une déclaration face aux médias nationaux et internationaux, il a traduit ses félicitations au candidat du RHDP Alassane Ouattara, donné pour l'instant grand favori au vu des premiers résultats provisoires publiés par la commission électorale indépendante. Même à Dabakala, fief réputé du candidat Jean-Louis Billon, le candidat du RHDP Alassane Ouattara a recueilli 92% des suffrages contre seulement 4% pour le candidat du Code. Je vous propose maintenant d'écouter un bout de l'intervention de Jean-Louis Billon. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, le samedi 25 octobre 2025, notre pays, la Côte d'Ivoire, a vécu une étape importante de sa vie démocratique. Au terme de ce scrutin, les premières tendances des résultats placent le président sortant, M. Alassane Ouattara, largement en tête, le désignant comme le vainqueur de cette élection présidentielle. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom du Congrès démocratique, lui adresser mes vives félicitations pour sa réélection. Cette élection s'est déroulée dans un climat globalement apaisé et sécurisé sur l'ensemble du territoire national. Je tiens à saluer cette maturité démocratique. Chers compatriotes, la campagne électorale est désormais derrière nous. L'heure est à l'union et au rassemblement de toutes les filles et tous les fils de notre belle nation. L'avenir de la Côte d'Ivoire se construira avec tous et pour tous. Que Dieu bénisse les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous avez pu voir Khalil Diomandé, notre jeune reporter qui était au siège du parti du Code, le mouvement Code, donc, et c'était un reportage qui était passé dans notre édition du 20h avec Kolo Koulibaly. Ah, okay. Monsieur Koulibaly, Ghislain Koulibaly, comment vous appréciez tout cela? Des candidats qui ont été vaincus, mais qui rassemblent leurs équipes et qui parlent à la nation, qui reconnaissent leur défaite, qui saluent la victoire de leur adversaire et qui se projettent dans l'avenir, un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Quel est le regard du sociologue? Alors, il y a eu deux types d'opposition. L'opposition que nous venons de voir passer, c'est cette opposition qui était dans la posture républicaine. Ça, il faut le préciser. Et moi, j'ai vu ça comme une très bonne pratique, parce que cela dénote de l'élégance politique. C'est inédit. Ils reconnaissent qu'ils ont perdu les élections et ils appellent justement tout le peuple ivoirien à s'unir pour la construction de notre grande nation. Donc pour moi, c'est à saluer. Ils donnent même des pistes. Quelques pistes pour non seulement consolider la paix, mais surtout raffermir le capital cohésion sociale. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut catalyser, pourquoi pas, cette dynamique
entre les différents partis politiques pour qu'on puisse toujours regarder la Côte d'Ivoire et l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Il faut sortir des logiques personnelles ou partisans ou égoïstes pour regarder l'intérêt national. C'est à saluer et nous félicitons cette opposition qui a une posture vraiment républicaine et sortant des logiques subversives. Voilà. Merci, M. Coulibaly. On va s'intéresser à présent. Intéressons-nous donc à présent aux chiffres détaillés de cette élection, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, dans les centres de vote à l'étranger. Taux de participation, suffrage exprimé, score des candidats. Tous les indicateurs sont désormais connus. Un point complet avec Michel Digré. 89,77%, c'est le chiffre du jour, mais certainement le plus important de cette présidentielle 2025 qui dessine la victoire du candidat du RHDP en attendant la délibération du Conseil constitutionnel. Même s'il s'agit encore de résultats provisoires, c'est un pas décisif vers la conservation du fauteuil présidentiel. Alassane Ouattara dévancerait largement ses adversaires. Jean-Louis Billon du Congrès démocratique, 3,09%. Simone Eivé Gbagbo du Mouvement des Générations Capables, 2,42%. L'indépendant Awa Domelo, 1,97%. Et Henriette Lagou du Groupement des partis politiques pour la paix, 1,15%. De 83,66% en 2015, Alassane Ouattara est passé à 95,31% en 2020. Puis 89,77% en 2025 en consolidant ses bases et récupérant certains bastions de l'opposition. À l'extérieur du pays, Alassane Ouattara confirme son leadership. Il arrive très largement en tête dans tous les 289 centres de vote à l'étranger. Le taux de participation est en légère baisse, 50,10% en 2025 contre 53,90% en 2020 et 52,86% en 2015. Mais au regard du contexte qui a entouré le scrutin, le taux de participation de 50,10% est également perçu comme une victoire pour les 3 759 030 votants qui ont porté leur choix sur le candidat du RHDP. Merci Michel Digré. Nous allons à présent suivre notre collègue Sephora Zegui qui est avec nous dans ce studio. Elle va nous parler un peu de tous ces chiffres que nous venons de voir, dont vient de nous parler Michel Digré. Bonsoir Sephora. Bonsoir Hamza, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Je suis avec vous pour environ 5 minutes de décryptage des chiffres issus de la présidentielle d'octobre 2025. Comme nous le savons tous, le président de la CEI a proclamé cet après-midi les résultats provisoires, donnant pour vainqueur le candidat Alassane Ouattara avec un score de 89,77%. Alors, est-ce que tous nos 5 candidats sont à leur première participation à cette élection? Je dirais non pour certains. Venez avec moi. Ça va venir. Ça va venir. Tout doucement. Voilà. Alors, en 2010, Alassane Ouattara a participé à l'élection. Il est sorti vainqueur au deuxième tour avec 54,10% de voix. Il rempile une seconde fois en 2015 où il est élu au premier tour avec 83,7%, puis en 2020, au premier tour, il remporte 95% des voix. Est-il le seul candidat à avoir participé à l'élection? Non. Henriette Lagou également a participé, est à sa deuxième participation à l'élection du président de la République. Voilà, notre candidate Henriette Lagou, en 2015, a obtenu 0,89% des voix, puis en 2025, elle obtient 1,15% des voix. Henriette Lagou avait obtenu ce chiffre-là en 2015, mais elle reste marginale dans les tendances de la CEI.
Malgré sa persévérance, elle n'a pas élargi son électorat, faible visibilité, moyens financiers limités et forte concurrence. Les 3 autres candidats sont à leur première participation. On va avec 2 candidats, Simone Eivé Gbagbo et Awa Domelo, issus de la même famille politique. Eivé Gbagbo, forte d'une notoriété, mais souffre d'une image décisive héritée de l'ère Laurent Gbagbo. Elle arrive en 3e position avec un score de 2,48%. Awa Domelo, quant à lui, manque d'une structure territoriale et de ressources suffisantes. Il occupe la 4e place du classement avec 1,97% du suffrage. Jean-Louis Billon. OK. Jean-Louis Billon est également à sa première participation et déjà 2e place dans le classement de la CEI. Sa pré-campagne active sur les réseaux sociaux, ses réseaux économiques et politiques et sa coalition Le Code lui donne un bon score. Il capte un électorat modéré et fatigué du duel politique en Côte d'Ivoire de l'opposition et du pouvoir. Alors, Hamza, j'ai fini ma présentation. Merci. Voilà, pour conclure, et sur votre écran, on voit Awa Domelo et la candidate du MGC, le Mouvement des Générations, capable avec 2,48%. Merci Sephora, merci beaucoup. Grand merci. Hamza. Alors, en 2025, Alassane Ouattara confirme sa suprématie avec 89,77% des voix. Billon se distingue par une campagne solide, tandis que les autres candidats peinent, annonçant une future recomposition de l'opposition face au pouvoir toujours dominant. Voilà, c'est la fin de ma petite chronique. C'est la vraie fin maintenant. Merci beaucoup, Sephora. Merci bien. Je retrouve mes invités sur ce plateau et vous, on vous retrouvera très prochainement sur d'autres émissions. Merci encore, Sephora. Alors, Monsieur Adjelou est avec nous, Monsieur Traoré, Monsieur Seri, Monsieur Djei et Monsieur Koulibaly. Alors, quelles leçons politiques vos formations tirent de tous ces chiffres-là? Et puis, qu'est-ce que vous avez comme idée pour améliorer le processus électoral en Côte d'Ivoire? Monsieur Traoré, on commence par vous. Merci. J'avais vraiment hâte de prendre la parole quand j'ai vu les chiffres. Écoutez, moi qui ai l'habitude de travailler avec les chiffres, ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. Il faut dire que vous êtes ingénieur. Oui, je travaille dans l'amélioration continue. Alors, développement durable. Et vous avez une belle démonstration de victoire sans gloire. Ce qu'on appelle une victoire sans gloire, c'est... Je m'arrange à ce que beaucoup de gens ne se présentent pas ou ceux que je considère comme dangereux pour moi. Et à chaque fois, je gagne avec des scores soviétiques et je m'en contente. Nous pensons que... Qui était dangereux et qui ne l'était pas? Je pense que le pouvoir en place a considéré que le président Laurent Gbagbo et que le président Tidja Thiam étaient dangereux pour eux. Ils les ont exclus. Vous, voilà. Traoré Mohamed, vous ne vous considérez pas comme dangereux, comme candidat capable? Nous pensons qu'on était potentiellement vus comme dangereux, mais modérément. D'accord. Nous pensons, parce qu'il faut apprécier la dure réalité des choses. Hein. Nous, on ne fait pas de la langue de bois. Les candidats, Laurent Gbagbo et Tidja Thiam, étaient les candidats majeurs. Comme dans 2015, comme en 2020 et aujourd'hui en 2025, on a plus de 80% à chaque fois, mais chaque fois de l'exclusion. Mais regardez, la seule fois où il y a eu de l'inclusion et que le président a été candidat, il a eu 54%. Moi, candidat, si je deviens président un jour, je parle à titre personnel, hein, franchement, à 80%, je me gêne. On n'est pas dans une démocratie, là. Dans un pays comme ça, avec une diversité d'opinions, 80%, c'est parce que vous avez exclu du monde. Bon, je passe là-dessus. Je voulais rapidement, parce qu'on est là aussi pour la construction, hein. Puis dans des pays démocratiques occidentalisés, par exemple, où on peut prendre des exemples, à la fin d'un débat comme ça, à la fin des élections, on parle du projet de société et puis on essaie de le challenger. J'aimerais challenger le taux de chômage, parce qu'il a dit que le taux de chômage était vraiment ce sur quoi ils allaient travailler. Quand je parlais d'enfumage tout à l'heure, vous allez voir, je vais désenfumer. Aujourd'hui, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est annoncé à 2%. Vous savez ce que ça veut dire 2% de taux de chômage à l'échelle mondiale? Ça s'appelle le plein emploi. Au Canada, on est à 4% de taux de chômage.
En France, on a autour de 7% de taux de chômage. Donc, vous voulez dire qu'en Côte d'Ivoire, on a tellement de boulot qu'on a dépassé le plein emploi. La vérité, je vais vous dire d'où elle vient. Les 2% sont calculés comment? Ça prend en compte les personnes qui ont été diplômées et qui sont en recherche d'emploi. Ceux-là sont considérés comme des chômeurs. Des personnes qui ont déjà travaillé et qui ont perdu leur emploi, ceux-là sont considérés comme des chômeurs. Si vous n'avez pas fait d'études et que aussi vos documents, par exemple, c'est marqué cultivateur, des choses comme ça, on considère que vous êtes en emploi dans le domaine rural. Vous êtes employé. C'est ça, c'est là-dedans qu'on classe une bonne partie des Ivoiriens. Ils sont considérés comme étant en train de travailler au village, enfin. C'est pour ça que le taux de chômage est à 2%. Mais attention, si on prend en compte, parce que j'ai fait des petits calculs, puis j'aimerais challenger, et c'est comme ça qu'on va vous challenger hein, pendant tous vos 5 ans. Il n'y aura plus de laisser-passer. Si on prend en compte la réalité, on est à plus de 21%. Et là, je cite le chiffre de la CGC. J'aimerais challenger là-dessus. Je suis allé leur demander, ils en ont parlé pendant que notre président est allé les voir, 21%. Mais attention, eux, ils prennent les chiffres en tenant compte des diplômés qui ont fini les études, qui ont eu un emploi, mais qui n'ont plus eu d'emploi. Mais ils ne prennent pas en compte cette histoire des gens qu'on considère, s'ils n'ont pas mis sur les papiers, qui sont chômeurs, qui sont vrais chômeurs. Là, on passe jusqu'à 60% de taux de chômage. Et on va finir C'est ça la réalité. Et c'est la leçon que vous tirez de ces chiffres. Oui, la leçon que je tirais de ces chiffres, c'était de dire que le président Alassane Ouattara, il fait des victoires sans gloire. Merci. Quelle leçon votre formation politique tire de ces chiffres et qu'est-ce que vous proposez pour améliorer le processus électoral s'il a besoin d'être amélioré? Moi aussi, je vais essayer de parler sans langue de bois. Je pense que nous parlons ici et pour les intellectuels et pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui sont au village, qui sont nombreux, je crois que ça fait à peu près 47% de la population. Il faut que nous comprenions que ceux qui gouvernent, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Nous parlons de dialogue, qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute. Mais même à la maison, quand vous passez tout le temps à crier sur les enfants, que vous revenez du travail, les enfants ne vous approchent pas, parce que vous allez lui crier dessus. Alors, si nous passons tout le temps à faire peur au pouvoir, et en même temps, nous lui demandons de venir s'asseoir pour qu'on parle. Nous sommes des humains, il y a un problème. Si celui qui est au pouvoir ne veut pas qu'on s'asseye pour qu'on parle, il a peur qu'on ne lui donne pas un mauvais coup. Il faut qu'on se désarme, qu'on soit un peu plus souple, ne serait-ce que pour qu'on puisse s'asseoir ensemble. Il faut qu'on arrête de se faire peur, pour qu'on puisse s'asseoir, pour qu'on puisse parler et qu'on puisse s'écouter, pour ensemble projeter des solutions. Ça, je regarde tout droit dans les yeux de mes compatriotes et je leur dis, pour qu'on s'asseye, qu'on discute, il faut qu'on n'ait pas peur de l'autre. Mais si nous faisons peur aux autres, ça va être difficile. Et puis, je veux dire que si on gouverne, on a vu des personnes qui n'ont jamais voulu gouverner avec les autres. Mais en toute chose, il faut faire ses classes. Mais pour faire ses classes, il faut qu'il y ait la confiance, qu'il y ait un minimum de confiance. À partir de ce moment-là, on approche les autres et on fait ses classes avec eux. Donc tout ça, il faut que chacun de nous se pose des questions, qu'on révise nos positions, qu'on soit... Peut-être qu'il y avait des façons de faire il y a 50 ans, 40 ans, 60 ans, mais en 2025, et pour aller en 2030, il faut qu'on adapte notre comportement, nos façons de faire à la vie d'aujourd'hui. D'accord. Ainsi, nous pourrions obtenir de meilleurs résultats. Le processus électoral, pour vous, ça va, il est... Le processus, il sera toujours amélioré tant que nous vivons. Donc, pour ce que nous vivons aujourd'hui, si nous voulons parler de la CEI, depuis 2019, je travaille en lien avec la CEI. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis, il y a des erreurs. Si nous en parlons, on corrige. De mémoire de participants à toutes les activités avec la CEI, ils communiquent, ils informent,
ils se renseignent. Ils nous appellent pour nous présenter des situations, pour obtenir des fois nos avis. D'accord. Mais il peut arriver que dans l'opérationnel, il y ait des difficultés. Mais on se rapproche d'eux et on parle. Je vais vous donner un exemple précis. L'année dernière, je me suis rendu compte sur la liste électorale que tout un village de ma circonscription est parti en commune. Ça a sauté. D'abord, je ne savais pas que c'était parti en commune. Mais au lieu d'aller sur les antennes, au lieu de crier « Hurrah », je me suis rapproché de la CEI, j'ai dit « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a tout un village qui n'est plus dans mon canton. Qu'est-ce qui se passe ?» Vous l'avez expliqué. Eux-mêmes se retrouvent dans la situation en s'interrogeant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que pour des raisons indépendantes de la volonté de la CEI, le village s'est retrouvé en commune. Et ils m'ont dit, cela a été réparé. voilà ce qu'il faut faire pour que ça revienne. Je l'ai fait et le village est revenu en commune. D'accord. Vous savez, nous allons y aller avec les attentes des populations à présent, parce qu'au-delà du vote et des résultats, les citoyens attendent des réponses concrètes à leurs préoccupations. Emploi, pouvoir d'achat, éducation, santé, les priorités restent nombreuses. Les attentes des populations à présent au micro de Seydou Ouattara. On veut que le président continue de penser à nous, voilà, parce qu'il a fait beaucoup. Voilà, il reste beaucoup encore. Aujourd'hui, quand on est là, quand on te dit que tu es un Ivoirien, tu es fier d'être Ivoirien. Il n'a qu'à essayer de voir comment les activités vont marcher plus que les 15 ans qui sont passés. On veut que le président n'ait qu'à regarder encore la jeunesse actuelle, juste le côté transport. Pour la corporation, je souhaite qu'il améliore réellement les conditions des enseignants. Maintenant, au niveau de la population, mon souhait est qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé. Il doit renforcer le milieu de l'enseignement, au fait, pour que les étudiants aient une bonne formation. Il doit veiller sur la population, d'une part, chercher des emplois pour les jeunes qui ont des diplômes, voilà, et qui ne trouvent pas de travail. Je voudrais que le président de la République, qu'il investisse beaucoup dans l'éducation. Parce que c'est ce qui nous rapportera demain, ou qui donnera une bonne image au niveau extérieur comme intérieur. Nous voulons que le président continue le développement de la Côte d'Ivoire, qu'il s'occupe des jeunes, la formation professionnelle des jeunes. Je voudrais qu'il fasse beaucoup pour les femmes. Surtout, il y a des veuves, il y a des femmes qui ont des enfants orphelins, qui n'arrivent pas à leurs besoins pour les mettre à l'école. Si on pouvait les aider, nous aider à améliorer, à augmenter nos commerces. Alors, docteur Adjelo Christian, qui représente donc le RHDP ici, comment répondre efficacement aux attentes pressantes des populations? Mais depuis que le président Alassane est là, et le président Alassane Ouattara est au pouvoir, il a un projet cohérent, un projet structuré qui met en œuvre. Et la Côte d'Ivoire se transforme littéralement devant nous. On voit tous les grands projets d'infrastructure, mais on voit également toutes les politiques menées vis-à-vis des couches défavorisées lorsqu'il arrive au pouvoir. Au niveau des femmes, par exemple, on a le fonds d'appui aux femmes, le FAPSI, mais on a également les projets filets sociaux qui permettent de sortir actuellement, je crois, il y a plus de 570 000 femmes qui sont dans le projet. Donc, c'est des familles qui vont sortir de la pauvreté. Et le président a dit que ces projets-là vont également continuer à se renforcer. On a également la construction d'infrastructures éducatives qui permettent donc de renforcer l'éducation des jeunes, des femmes. On a aujourd'hui des lycées pour femmes. On a également la construction de lycées professionnels, puisque dans l'économie de demain, les lycées professionnels comptent, les lycées techniques comptent, auront un rôle considérable à jouer dans l'économie de demain. Mais également, on a aussi des défis, je l'ai mentionné tout à l'heure, des défis de sécurité également, parce que pour qu'on puisse créer la richesse, il faut que l'environnement sécuritaire soit pacifié. Mais on a également un vivier important en matière d'agriculture. Voilà, on a également un vivier important aujourd'hui en matière d'économie verte.
Voilà, donc le président travaille à ce que toutes ces retombées-là puissent vraiment profiter à l'ensemble des populations. Donc c'est un projet cohérent, structuré qui est présenté aux Ivoiriens et le RHDP va poursuivre sur cette lancée-là pour qu'au soir de 2030, les Ivoiriens soient satisfaits du mandat confié au président de la République. Mais je voulais aussi dire que... Très rapidement, on n'a plus que 3 minutes. Les dynamiques sociales ont toujours accompagné les processus démocratiques. Et que le représentant du MGC qui est là, je pense que vraiment, je suis obligé de le dire, mais s'inscrit dans le déni de la réalité. Parce que nous sommes tous en Côte d'Ivoire ici. On ne peut pas dire que le taux de chômage, c'est 21%. On est sur un plateau sérieux, une heure d'écoute. Je pense qu'il faut faire quand même preuve de pondération. Je voudrais aussi dire que peut-être que le discours de mon voisin tranche carrément avec le discours de la présidente Simone Evegbagbo, qui a toujours appelé à la paix, à la cohésion, à la pondération. Je voudrais dire à mon ami, lorsqu'on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Merci beaucoup. Monsieur Landry Seri, est-ce qu'il y a des réformes institutionnelles que vous jugez urgentes? C'est la question que j'adresse à chacun d'entre vous pour terminer. Est-ce qu'il y a des réformes institutionnelles que vous jugez urgentes? Oui, avec le candidat Jean-Luc Billon, aujourd'hui, même s'il n'est plus candidat, l'élection est terminée. On va d'abord dire que nous reconnaissons que beaucoup a été fait. Nous reconnaissons que beaucoup a été fait. Le président Alassane Ouattara, avec tout ce qu'on voit actuellement, vraiment, tout est fait. Mais... Tout est fait. Oui, tout... Non, je ne veux pas dire tout est fait. Nous reconnaissons que beaucoup a été fait. Voilà. Mais il faut réduire la cherté de la vie. Et pour réduire la cherté de la vie, il faut faire certaines réformes institutionnelles. Notamment, supprimer certaines institutions qui, pour nous, sont budgétivores. Et ça, il faut tenir compte de ça. Voilà. On parle du Sénat. L'Assemblée nationale devrait suffire. On parle du Sénat. On a déjà la Chambre des rois. Pour vous, le Sénat, c'est inutile. La Chambre des rois, vous n'en voulez pas. Et puis pas parce que c'est inutile. Oui. C'est juste que le travail qui est fait par le Sénat peut être fait facilement par l'Assemblée nationale. D'accord. Le travail qui est fait par la Chambre des rois peut être fait par le médiateur de la République. Et surtout que nous avons un ministère chargé de la réconciliation qui travaille déjà assez bien. Je pense que ces réformes n'existe plus, hein, le ministère de la réconciliation. Pardon, le ministère de la cohésion. De la cohésion, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est bien ça. C'est bon. Monsieur Traoré, est-ce que des réformes urgentes, vous avez beaucoup parlé, hein, mais on va résumer, vous avez parlé de beaucoup de choses à faire, que vous souhaitez que ça se fasse. Alors, dites-nous, en 30 secondes, vraiment. 30 secondes, en 2 secondes, je voudrais dire à mon voisin d'à côté, il va falloir qu'il s'habitue à ça. Maintenant, c'est le débat d'idées que nous, on veut mettre en place. Et c'est un peu ça qui se passe dans des pays de démocratie. Habituez-vous à ça si vous voulez mettre la démocratie en Côte d'Ivoire. Je vous confronte, mais je vous confronte en général sur des chiffres, et puis on peut après s'affronter, puis sortir quelque chose. Est-ce qu'il y a des réformes? Alors, au niveau des réformes urgentes, pour nous, au niveau institutionnel, il faut aller à l'efficacité. Effectivement, nous, on aimerait questionner le Sénat. On aimerait questionner certaines autres institutions, pas seulement les institutions, mais des ministères, en termes de ministères budgétivores, le nombre de ministères, tout ça, pour nous, on aurait remis en cause. Combien? Pour nous, 25 ministères devraient suffire pour un État. D'accord. Un État sous-développé comme le nôtre. Par contre, je profite de mes 20 secondes pour aller rapidement sur des propositions qui vont vous aider à bien gouverner. On a parlé de... D'abord, je voulais vous féliciter sur l'électrification. Il faudrait aller au bout. Le RHDP nous a promis 100% d'ici la fin de l'année. Là, on va être vigilant là-dessus. Là, il nous reste 2 mois. On va vérifier ça. Il vous reste 10 secondes. Oui, accès à l'eau. Oui. Bon travail. Il faudrait continuer là-dessus. Salle de classe, bravo. Par contre, au niveau de la santé, il faudrait équiper. D'accord. Je note que la Côte d'Ivoire a des défis que les Ivoiriens ne voient forcément pas. Étant quelqu'un qui a le développement durable, je vais prendre 10 secondes. La déforestation, s'il vous plaît, on est en train de perdre notre couvert forestier, je le dis aux Ivoiriens, il va falloir une mobilisation nationale et transpartisane pour régler ce problème.
la Côte d'Ivoire reste sale. Il va falloir qu'on mobilise les Ivoiriens au civisme. On s'arrête là-dessus. La pollution, il va falloir travailler sur les BACA. Merci. Moi, je ne vais pas refaire la campagne parce que quand on n'est pas aux affaires, il est difficile de savoir si telle institution ou telle institution ne va pas bien. Ce que je voudrais dire, il y a des structures comme l'agriculture, les mines. Il faut bien regarder pour que nous puissions capitaliser les ressources financières dans ces domaines pour pouvoir réduire la pauvreté. C'est ça que je voudrais proposer. Merci beaucoup. Et on va... Vous allez me dire, est-ce que le dialogue politique qui est tant demandé par l'opposition, est-ce que ça va se faire? Moi, je pense que le dialogue dépendra de l'attitude de l'opposition. D'accord. Voilà. Si on a une opposition responsable en face, naturellement que le président avisera. Voilà. Merci, Dr Adjelou. Et puis on termine avec vous, Monsieur Coulibaly, mais vraiment 30 secondes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le décryptage des 5 projets de société portés par les candidats à la présidentielle nous a permis de voir chez le candidat qui vient d'être élu une sensibilité moyenne en matière de genre. Nous, notre proposition, c'est de dire que, vu qu'il a déjà pris en compte les enjeux genre et masculinité positive dans son projet de société, dans sa vision, il faut faire en sorte que nous puissions passer de l'égalité réelle à l'égalité transformationnelle. Comment? Concrètement, c'est par l'institutionnalisation du genre, c'est par la redevabilité genre et faire en sorte que la masculinité positive soit un instrument de renforcement du progrès national. Monsieur Coulibaly, sociologue, expert en genre, merci beaucoup, Ghislain Coulibaly. Monsieur Ahmed Edjem, merci beaucoup. Vous représentiez sur ce plateau le groupement des partenaires politiques pour la paix. Monsieur Seri, merci beaucoup. Landry Seri, directeur national de campagne du candidat Jean-Louis Billon. Merci, Monsieur Traoré. Merci beaucoup d'être là pour le compte de MGC. Et puis, Dr Adjelou, merci. Merci beaucoup pour le compte du RHDP. Merci à tous nos invités. Merci, chers téléspectateurs. Merci pour la qualité de vos analyses et à vous aussi, chers téléspectateurs, je l'ai dit, pour votre fidélité. Le grand décryptage prend ici fin. C'est la promesse d'un regard objectif et lucide sur notre actualité politique. Retenons que quelle que soit la couleur du bulletin, l'essentiel reste l'unité, la paix et la poursuite du développement. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et que vive la démocratie ivoirienne.